L'air du 16e arrondissement de Paris était vif et humide en cette matinée d'automne, mais à l'intérieur de l'atelier Vitesse, le monde semblait suspendu dans une perfection stérile. Le sol en résine époxy blanche brillait sous les rangées de lumière LED, transformant le garage en un sanctuaire pour les divinités de métal qui y reposaient, des Bugatti, des Porsche, des Aston Martin, alignés comme des sculptures dans un musée. L'odeur haine n'était pas celle de la graisse et de l'effort, mais un parfum coûteux d'huile de synthèse et de cuir connolly, une fragrance de richesse contrôlée. Chaque outil était parfaitement rangé sur des panneaux en acier inoxydable, une symphonie silencieuse d'ordre et de précision. Depuis l'extérieur, à travers l'immense baie vitrée, le vacarme de la ville semblait une réalité lointaine et désordonnée, une intrusion vulgaire dans ce temple de la mécanique de luxe où chaque détail respirait le pouvoir et l'argent. Devant cette vitrine, un homme se tenait immobile, une silhouette discordante dans le paysage soigneusement orchestré. C'était Jean, 65 ans passés à la dure. Ses vêtements étaient usés jusqu'à la trame, son corps frêle plié par le froid et la faim, et sa barbe grise cachait un visage que la vie avait cessé de caresser depuis longtemps. Pourtant, au milieu de cette misère visible, ses yeux brillaient d'une lucidité perçante, fixés sur une Alpine A110 classique en cours de restauration. Ses mains, bien que sales et calleuses, avaient des doigts longs et agiles, des mains d'artisan, de musicien ou de chirurgien. Il ne voyait pas une voiture de collection, un investissement financier. Il voyait une âme mécanique, un cœur qui battait au rythme d'un carburateur Weber double corps. Et cette vision était la seule chose qui le maintenait encore connecté à l'homme qu'il avait été autrefois. Poussé par une impulsion plus forte que la honte ou la faim, Jean s'approcha de l'entrée ouverte du garage. Deux jeunes mécaniciens, vêtus de combinaisons immaculées, discutaient nonchalamment près de la voiture. D'une voix rauque, à peine un murmure, Jean leur adressa la parole. « Excusez-moi, je connais bien ces moteurs. Laissez-moi jeter un œil. Juste pour une assiette chaude. » Le silence qui suivit fut bref, vite remplacé par un éclat de rire cruel et méprisant. L'un des mécaniciens le toisa de haut en bas, un sourire narquois aux lèvres. « Retourne dans la rue, le vieux. Tes mains sales ne touchent même pas un pneu de ça. » La phrase claqua dans l'air aseptisé du garage, une humiliation publique qui fit détourner le regard à quelques passants. Jean ne recula pas, mais une lueur dans ses yeux éteignit, comme une bougie soufflée par un vent glacial. Perché dans son bureau vitré en mezzanine, Étienne Dubois observa la scène sans réagir immédiatement. Vêtu d'un costume italien impeccable, il ressemblait davantage à un banquier d'affaires qu'à un propriétaire de garage. L'arrogance de ses employés le dégoûtait, mais ses quais étaient une lassitude familière. Ce qui brisa son apathie fut le regard de Jean. Ce haine n'était pas un regard de défaite, mais un mélange de douleur profonde et d'une connaissance si certaine, si inébranlable, qu'elle semblait presque sacrée. Dans cette lueur brisée, Étienne reconnut la flamme de la passion pure, celle qui l'animait lui-même des décennies plus tôt, avant que les chiffres ne remplacent les pistons. Il vit un homme anéanti, mais aussi un expert réduit au silence. C'est pour donner une voix à ces histoires oubliées que votre soutien est si important. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer de partager ces récits qui méritent d'être entendus. Étienne descendit lentement les escaliers en métal, son pas résonnant dans le silence soudain. Il ignora ses employés, dont les visages passèrent de la moquerie à l'inquiétude, et s'arrêta devant Jean. Il n'y avait ni pitié ni condescendance dans son regard, seulement une curiosité intense et professionnelle. « Vous dites connaître ces moteurs », commença Étienne, sa voix calme mais ferme, tranchant avec l'arrogance de ses mécaniciens. « Alors, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec cette Alpine ?» Jean, décontenancé par cette attention inattendue, déglutit péniblement. Ses yeux se posèrent sur le moteur exposé, et pendant un instant, le sans-abri disparut, remplacé par un expert. D'un doigt tremblant mais précis, il pointa une petite vis de réglage sur le carburateur. Le mélange. Il est trop riche. Vous noyez le second corps avant même qu'il ne s'enclenche. Le son est lourd, il ne respire pas.
La précision de son diagnostic, livré dans un murmure rauque, stupéfia Étienne. C était un détail que même son chef mécanicien avait manqué pendant des jours. Le chef d'atelier, un homme du nom de Marc, s'avança, le visage contracté par l'incrédulité et l'orgueil blessé. N'importe quoi, c'est un réglage d'usine. Ce type ne sait pas de quoi il parle, patron. Il cherche juste à grappiller un repas. Marc lança un regard méprisant à Jean, essayant de rétablir son autorité par le dédain. Mais Étienne ne le regardait plus. Il était entièrement captivé par la certitude tranquille dans les yeux de Jean. Il y voyait une connaissance qui ne venait pas d'Emmanuel, mais de milliers d'heures passées les mains dans le cambouis à écouter le langage secret des machines. Ignorant les protestations de son équipe, Étienne prit une décision qui allait à l'encontre de toute logique commerciale. Il se tourna vers Jean et lui tendit une clé à pipe. « Prouvez-le. Si vous avez raison, vous aurez plus qu'une assiette chaude. Vous aurez un travail. » Pour Jean, cet outil était plus lourd qu'un lingot d'or. Ses mains calleuses, habituées au froid du béton et au contact rugueux du carton, se refermèrent sur le métal lisse et froid de la clé. Était une sensation oubliée, un écho d'une autre vie. La peur le submergea un instant. La peur de l'échec, la peur de l'espoir, la peur de se souvenir de l'homme qu'il avait été. Pendant des années, il avait survécu en devenant invisible, en étouffant chaque parcelle de son ancienne identité sous des couches de saleté et de silence. Accepter ce défi, était risquer de faire voler en éclats cette fragile armure. Mais en regardant le cœur mécanique de l'Alpine, une force plus puissante que la peur prit le dessus. Était le besoin irrépressible de remettre de l'ordre dans le chaos, de redonner sa voix à un moteur qui ne demandait qu'à chanter juste. Avec une lenteur presque cérémonieuse, Jean se pencha sur le compartiment moteur. Ses mouvements, d'abord hésitants, devinrent vite fluides et assurés. Il ne regardait plus les visages sceptiques autour de lui. Le monde extérieur était dissous, ne laissant que lui, le moteur et le dialogue muet qu'ils entamaient. Il n'utilisa aucun équipement de diagnostic électronique. Ses seuls outils étaient ses mains, ses oreilles et une vie entière d'expérience gravée dans sa mémoire musculaire. Il tourna la vis de réglage d'un quart de tour à peine, puis fit un signe de tête à Étienne. « Démarrez-la !» Quand Étienne tourna la clé de contact, le son qui éleva du moteur était différent. Le grondement lourd avait été remplacé par un ronronnement velouté, une mélodie mécanique pure et équilibrée. Une symphonie que seuls les vrais connaisseurs pouvaient apprécier à sa juste valeur. Étienne coupa le contact et un silence respectueux s'installa dans l'atelier. Même Marc, le chef mécanicien, restait bouche bée, incapable de nier l'évidence. La transformation était miraculeuse. Étienne sortit de la voiture et regarda Jean, non plus comme un projet de charité, mais comme un égal, un confrère. Il voyait au-delà des vêtements souillés et de la barbe négligée. Il voyait un maître artisan, un artiste que la vie avait brisé, mais dont le talent était resté intact, pur et inaltérable. À cet instant, Étienne comprit que ce n'était pas lui qui offrait une chance à Jean, mais peut-être l'inverse. Jean lui offrait une chance de se reconnecter à la passion brute qui l'avait poussé à ouvrir son premier garage, bien avant que les bilans comptables et les marges bénéficiaires ne deviennent sa seule réalité. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Jean dormit dans un vrai lit. Étienne lui avait aménagé une petite chambre à l'arrière de l'atelier, un espace simple mais propre et chaud. Il lui avait donné des vêtements propres et partagé avec lui un repas silencieux. Les mots étaient inutiles. Un lien fragile se tissait entre ces deux hommes que tout opposait. Pour Étienne, écrire était un acte de foi, un pari insensé contre la logique froide de son monde. Pour Jean, était un phare dans une obscurité qui avait duré une éternité. En s'endormant au son lointain des outils que équipe de nuit rangeait, Jean sentit une douleur sourde remonter, non pas celle de la faim ou du froid, mais celle des souvenirs. La chaleur et la sécurité faisaient tomber les murs qu'il avait mis si longtemps à construire. Les jours suivants furent une épreuve. L'intégration de Jean dans l'équipe fut un désastre.
Marc et les autres jeunes mécaniciens le traitaient avec un mépris à peine voilé, le considérant comme le fou du patron. Ils lui cachaient des outils, lui donnaient de fausses informations sur les pannes et murmuraient des moqueries dans son dos. Jean endurait tout avec une patience stoïque. Il ne se plaignait jamais. Il se contentait de faire son travail, se concentrant sur les moteurs avec une dévotion quasi religieuse. Il parlait peu, mais quand il le faisait, était pour poser une question technique d'une pertinence déconcertante, ou pour suggérer une solution d'une simplicité géniale à un problème qui bloquait l'équipe depuis des heures. Lentement, presque à contre-cœur, les plus jeunes commençaient à l'observer, fascinés par son instinct infaillible. Le véritable obstacle se présenta sous la forme d'un client fidèle, un industriel richissime qui confiait sa collection de Ferrari à l'atelier Vitesse depuis des années. En venant récupérer l'une de ses voitures, il vit Jean, en bleu de travail, ajuster le ralenti d'une Testarossa. Son visage se figea de dégoût. Il prit Étienne à part et sa voix fut glaciale. « Qu'est-ce que ce clochard fait à toucher ma voiture ? Dubois, j'ai une réputation à tenir. Si vous transformez votre garage en centre d'accueil, je retire immédiatement tous mes véhicules, et je m'assurerai que tout Paris le sache. » La menace était claire. Étienne sentit une sueur froide perler sur son front. Perdre ce client signifierait un désastre financier et une tache indélébile sur son image de marque. Il se trouvait à la croisée des chemins, forcé de choisir entre sa sécurité et sa conscience. Étienne regarda l'industriel, puis son regard se porta sur Jean, qui polissait une pièce chromée avec une attention infinie, ignorant le drame qui se jouait à quelques mètres de lui. Il se rappela le son parfait du moteur de l'Alpine, la lueur de vie revenue dans les yeux de cet homme brisé. Il pensa au vide de ses propres journées, remplies de courbettes face à des hommes comme celui-ci, des hommes pour qui ces merveilles mécaniques étaient que des symboles de statut. Sa décision fut prise en une fraction de seconde. C'est précisément pour donner une voix à ces luttes silencieuses que votre présence est si précieuse. Chaque abonnement est une affirmation que l'humanité compte plus que les apparences et nous aide à continuer de raconter ces histoires qui doivent être entendues. Avec un calme qui le surprit lui-même, Étienne se tourna vers son client. « Monsieur, cet homme est le meilleur mécanicien que j'ai jamais rencontré. Si son expertise ne vous convient pas, je comprends. Je vous ferai préparer la facture pour le transfert de vos véhicules. » L'industriel, abasourdi par une telle insubordination, devint pourpre de colère. Il bredouilla des menaces avant de tourner les talons et de claquer la porte. Le silence qui s'ensuivit dans l'atelier était lourd de conséquences. Marc regarda Étienne comme s'il était devenu fou. Ils venaient de perdre leur plus gros client. Étienne sentit le poids de sa décision lui écraser les épaules. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas vide. Il avait défendu quelque chose de juste, quelque chose de vrai. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient seuls, Étienne trouva Jean assis sur une caisse à outils, contemplant le moteur d'une vieille Lancia. « Tu as entendu ce qui s'est passé ?» dit Étienne, plus comme une affirmation qu'une question. Jean hocha la tête, sans le regarder. « Je devrais partir. Je ne veux pas te causer de problème. » Sa voix était chargée d'une résignation infinie. « Ce n'est pas toi le problème, Jean, » répondit doucement Étienne. « Le problème, c'est un monde qui juge un livre à sa couverture. Reste, j'ai besoin de toi ici. » Pour la première fois, Jean leva les yeux vers Étienne, et dans son regard, il y avait une lueur de gratitude, mais aussi une immense tristesse. Les gens comme moi, on porte nos histoires sur notre visage. Parfois, il vaut mieux ne pas les lire. Cette conversation ouvrit une brèche. Au fil des jours, Jean commença à se livrer, par bribes, par fragments. Il ne parla pas de la rue, mais d'un temps lointain, d'un monde de vitesse, d'huile de ricin et du rugissement assourdissant des prototypes sur la ligne droite des Hunaudières. Il parla d'un jeune pilote, un garçon qu'il aimait comme un fils. Il évoqua l'odeur de la gomme brûlée et la tension insoutenable des nuits blanches à reconstruire une boîte de vitesse. Il ne raconta jamais la fin de l'histoire, mais Étienne pouvait la deviner dans les silences, dans la façon dont le regard de Jean se perdait dans le vide.
hanté par un fantôme que le temps n'avait pas réussi à effacer. La légende oubliée de Le Mans commençait à refaire surface, non pas comme un titre de gloire, mais comme une blessure à vif. La crise éclata sous la forme d'un McLaren F1, un monstre de carbone et d'aluminium d'une valeur inestimable, immobilisé au cœur de l'atelier par un caprice électronique insoluble. Son propriétaire, un magnate de la finance à la réputation impitoyable, avait été glacialement clair. Si la panne N n'était pas résolue sous 48 heures, il ne se contenterait pas de retirer sa collection. Il lancerait une campagne médiatique qui anéantirait la réputation de l'atelier Vitesse. Elle, équipe de marque, était à pied de œuvre depuis 2 jours, branchant des ordinateurs sophistiqués, consultant des experts à l'international, remplaçant des composants valant des dizaines de milliers d'euros. Rien. Le silence obstiné du moteur V12 était devenu le son de l'échec imminent. La panique commençait à suinter à travers les murs immaculés du garage. Une odeur âcre de peur qui éclipsait celle du cuir et de l'huile de synthèse. Chaque seconde qui passait était un clou de plus dans le cercueil de l'empire d'Étienne. Au milieu de ce chaos contenu, Étienne prit une décision qui défiait toute logique commerciale et rationnelle. Il traversa l'atelier, ignorant les regards stupéfaits de ses employés, et s'arrêta devant Jean. Le vieil homme était à l'écart, polissant une vieille clé à molette, comme s'il s'agissait d'un objet précieux, son calme olympien contrastant violemment avec la tension ambiante. Sans un mot superflu, Étienne lui tendit la fine clé en titane du McLaren. Les mots qu'il prononça furent simples, mais ils pesaient une tonne de confiance et de désespoir. « C'est à vous, Jean. Montrez-leur. » Un silence de mort tomba sur l'atelier. Marc fit un pas en avant, la bouche ouverte pour protester. Mais le regard d'acier d'Étienne le cloua sur place. Ce N était plus un pari. C était un abandon total, un acte de foi en cet homme que le monde avait rejeté. Jean s'approcha de la bête mécanique sans la moindre hésitation. Il ne toucha à aucun des ordinateurs de diagnostic qui clignotaient inutilement. Il demanda simplement qu'on lui apporte un tabouret et une simple lampe baladeuse. Puis, pendant des heures qui semblèrent une éternité, il s'assit près du moteur, dans un silence quasi monacal. Il fermait souvent les yeux, une main posée délicatement sur un faisceau de câbles, comme un médecin prenant le pouls d'un patient comateux. Il ne semblait pas chercher une panne, mais écouter une histoire, déchiffrer un langage secret que les machines ne confient qu'à ceux qui les respectent profondément. Les jeunes mécaniciens, d'abord narquois, se turent peu à peu, fascinés par cette méthode ancestrale. L'atelier, d'habitude si affairé, était devenu une cathédrale où un grand prêtre officiait un rituel oublié, une communion intime entre l'homme et la machine. Soudain, après une immobilité qui avait duré près d'1 heure, Jean se leva. D'un geste précis et sans appel, il désigna un point minuscule, presque inaccessible, au plus profond du compartiment moteur. C'est là. Il avait trouvé un fil unique, à peine effiloché par une vibration anormale, créant un court-circuit intermittent qu'aucun capteur n'aurait pu détecter. Après une réparation minutieuse qui ne prit que quelques minutes, il se recula et fit un simple signe de tête à Étienne. Le cœur battant, ce dernier tourna la clé. Le V12S éveilla instantanément, non pas avec un tout-sautement, mais avec un rugissement pur, stable et puissant, une mélodie mécanique parfaite. Marc s'approcha de Jean, le visage blême, son arrogance évaporée. « Mais, qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix étranglée. Jean, essuyant la graisse de ses doigts, le regarda sans une once de triomphe. Juste quelqu'un qui s'était oublié pendant trop longtemps. Le propriétaire du McLaren fut informé par téléphone. Le son du moteur à travers le combiné suffit à transformer ses menaces en éloges stupéfaits. Plus tard, dans le silence de l'atelier désert, Étienne rejoignit Jean, qui contemplait la voiture réparée. « Ce son, » commença Étienne, « ce n'est pas juste un moteur qui tourne bien, c'est une signature. Je n'ai entendu ça qu'une seule fois dans ma vie, au Mans, il y a très longtemps. » Jean ne répondit pas tout de suite, son regard perdu dans les reflets de la carrosserie. «
Au Mans, dit-il enfin d'une voix basse et rauque, une signature comme celle-là peut vous faire gagner une course. Une erreur d'1 millimètre peut tuer un homme. J'ai passé 20 ans à fuir mes propres mains, à fuir ce qu'elles savaient faire. Étienne comprit alors l'ampleur de la tragédie. En cet instant, le patron et le sans-abri n'existaient plus. Il n'y avait que 2 hommes, l'un offrant la rédemption, l'autre osant enfin l'accepter. La nouvelle du miracle de la McLaren F1 se propagea comme une traînée de poudre dans les cercles fermés de la haute société parisienne. L'industriel qui avait menacé Étienne revint, humble et profondément impressionné, non seulement pour confier l'intégralité de sa collection à l'atelier, mais aussi pour présenter ses excuses personnelles à Jean. Cependant, la dynamique au sein de l'atelier Vitesse avait déjà changé pour toujours. Le garage N était plus seulement un temple stérile de la mécanique de luxe. Une âme y était revenue. Jean, désormais officiellement consultant technique en chef, devint le cœur silencieux de l'endroit. Il ne donnait pas d'ordre, il guidait. Marc et les jeunes mécaniciens, leur arrogance remplacée par un mélange de crainte et de profond respect, sollicitaient désormais son avis pour le moindre doute, écoutant ses explications posées comme des écritures sacrées. Étienne, quant à lui, avait retrouvé le plaisir de son métier, passant plus de temps dans l'atelier que dans son bureau vitré, ses costumes souvent tachés d'un peu de cambouis, une marque qu'il portait désormais avec fierté. Cette transformation ne fut pas seulement émotionnelle, elle devint structurelle. Au cours d'une longue discussion nocturne, entourée de moteurs silencieux, Étienne et Jean posèrent les bases d'un nouveau projet. Ils décidèrent de créer une fondation financée directement par les bénéfices de l'atelier. Elle, École Vitesse. Sa mission serait d'offrir une seconde chance, de former des jeunes issus de milieux défavorisés, ceux qui, comme Jean, possédaient un talent inné, mais que la vie avait abîmé. Jean en serait l'instructeur principal, n'enseignant pas seulement la mécanique, mais transmettant une philosophie de patience, de respect de la machine et d'estime de soi. Pour Jean, C était la rédemption ultime. Il pouvait enfin transformer la douleur du passé, le souvenir du jeune pilote qu'il n'avait pu sauver, en un héritage d'espoir, en guidant une nouvelle génération de talents et en les empêchant de se perdre comme il l'avait fait. L'atelier Vitesse devint plus qu'un garage, il devint une légende. Sa réputation d'excellence technique se doublait désormais d'une histoire humaine inspirante qui attirait une nouvelle clientèle. Des gens qui appréciaient non seulement la performance, mais aussi l'authenticité et le sens. La liste d'attente pour une place à École Vitesse s'allongeait chaque mois. Jean, avec son autorité tranquille et sa patience infinie, était un pédagogue né, ses mains guidant celles de ses élèves sur un carburateur ou un faisceau électrique, ses yeux brillant d'une lumière qu'Étienne croyait éteinte à jamais. En le regardant, Étienne ressentait une gratitude profonde, non seulement pour avoir sauvé son entreprise, mais pour s'être sauvé lui-même. C'est pour continuer à mettre en lumière des transformations aussi profondes que votre soutien est essentiel. Chaque nouvel abonnement est une voix qui s'ajoute pour dire que l'humanité et la dignité comptent plus que tout. 2 ans plus tard, l'atelier était méconnaissable. Une aile entière était maintenant dédiée à l'école, bourdonnante de l'énergie d'une douzaine de jeunes apprentis en bleu de travail propre. Jean, l'air rajeuni de 10 ans, circulait parmi eux, un sourire serein aux lèvres, sa légende N étant plus un fardeau mais une source d'inspiration. Un après-midi, un adolescent timide, aux vêtements usés et aux yeux remplis d'un mélange de peur et d'émerveillement, se tenait hésitant à l'entrée, tout comme Jean l'avait fait des années auparavant. Avant même qu'Étienne ne puisse bouger, l'un des premiers diplômés de Jean, désormais mécanicien à part entière, s'approcha du garçon. Il posa une main rassurante sur son épaule et lui dit avec un sourire chaleureux « Tu aimes les moteurs ? Viens, le patron va adorer te rencontrer. » La boucle était bouclée. La porte qui avait été autrefois fermée par la moquerie était maintenant grande ouverte, tenue par une main qui avait elle-même été sauvée.